Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le Souveraineté énergétique, le numéro 31 de Perspective Libre, juste avant de donner la parole au professeur Furfari. Dans l'émission du jour que j'ai enregistrée pour vous, je vous parle un tout petit peu du numéro. Donc, je vous fais un petit descriptif, je vous lis mon édito et ensuite, on passe directement au sujet sur l'hydrogène. Ce numéro 31, donc le sujet principal, c'est la souveraineté énergétique. Dans le dossier, vous avez En finir avec la dérégulation de l'énergie par Aurélien Bernier, Vers la fin du pétrole de Christophe-Alexandre Paillard, L'hydrogène énergie, l'inutile utopie pour sauver la transition énergétique du professeur Furfari, qui va vous détailler une part du sujet dans quelques minutes. L'Espagne, monarchie gazière, la nouvelle donne d'un pays stratégiquement situé de notre camarade Nicolas Klein. En hors dossier, vous avez des articles de fond vers la théorie des systèmes monétaires d'un monde multipolaire, premier pas par Hélène Clément-Pittiot, le sacrifice et la violence chez Joseph de Maistre, prédécesseur de René Girard par notre camarade Paul Duboucher, un portrait d'Alexis Colère par Julien Lariège, les territoires d'outre-mer face au coronavirus, retour d'expérience et perspectives par Jean-Baptiste Hubert, et enfin, les principaux traits particuliers de la civilisation chinoise de Han Xing, traduit du chinois par notre ami Yves Branca. Pour vous donner le ton, voici mon édito qui s'appelle Chaleur et lumière. Le socialisme, c'est les soviets plus électricité. Vladimir Ilitch Lénine. De la légende polynésienne de Maui au grec Prométhée, le feu est l'enjeu du pouvoir entre les dieux et les hommes. Là où la recherche de l'immortalité est un défi individuel de l'homme d'exception à la divinité, la prise du feu correspond à l'émancipation des hommes des pouvoirs supérieurs. Maui manque de perdre la vie des mains de la déesse du feu, là où Prométhée paiera son acte. Pour les dieux, l'immortalité est ambiguë. L'absence de mort devient un manque à être. Le vrai pouvoir divin est dans la maîtrise de la matière à travers celle de l'énergie. Il n'est pas anodin de voir que la possession de la foudre est une marque de souveraineté divine. Quel sacrilège pour l'homme de prendre ce pouvoir. Prenant l'énergie, la créature se fait créateur. La divinité a insufflé le pneuma, le souffle de vie, l'énergie primaire. De Frankenstein s'éveillant par l'électricité à l'annihilation par l'atome, l'homme se hisse sur l'Olympe de force. La maîtrise de l'énergie sera la charge de l'État et la mise à disposition de celle-ci aura un impact civilisationnel majeur. On mésestime combien l'eau courante a eu un impact sur l'évolution des solidarités organiques. De même, pour poser une question médiologique, les lumières de l'éclairage urbain, l'ingénierie qui leur a donné naissance, les possibilités qu'elles offrent en termes de redéfinition et d'appropriation du temps et de l'espace, n'ont-elles pas eu autant, sinon plus de conséquences, que les lumières avec un L majuscule? Bien sûr, le pouvoir est une responsabilité et nul ne dit que la volonté de puissance énergétique ne fut pas sans risque ni sans stigmate. Mais nous faisons la proposition suivante. Les problèmes posés par l'homme ne trouveront pas une solution optimale sans lui. Ce que la science démiurgique a pu par excès mettre en danger, une science réparatrice pourra y remédier. C'est là où la souveraineté est l'essentiel, car elle est pouvoir créateur et autolimitation, foudre et tempérance. Elle est la conscience politique sans laquelle la technique ruine la science et déshérite les hommes. L'épopée de la maîtrise de la matière doit aujourd'hui s'ancrer dans les limites que 8 milliards d'hommes posent à l'accessibilité des ressources, sans déboucher sur une nouvelle guerre du feu. Tout est remplaçable, le pétrole et tous ses dérivés, le charbon, les terres rares, les métaux rares, etc. Tout est modulable sauf trois choses: le génie, l'imagination et la volonté. Voilà. Je vous laisse avec le professeur Furfari. On va parler de l'arnaque hydrogène. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous en description. Nous voici à l'entretien dont je vous parlais pour la sortie de notre numéro Souveraineté énergétique. J'ai la chance d'avoir un des auteurs du dossier principal sur les questions d'énergie, Samuel Furfari. Samuel Furfari, bonjour. Oui, bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Alors, vous avez été haut fonctionnaire européen, vous avez traité des questions de l'énergie, vous les avez également enseignées dans l'enseignement supérieur. Certains de nos auditeurs vous connaissent parce que
vous avez sorti un ouvrage Énergie, mensonge d'État, je sous-titré La destruction organisée de la compétitivité de l'UE, chez nos amis des éditions de l'Artilleur, notre ami Damien, que je salue. Donc, le lien du numéro et de votre ouvrage sera en description. Alors, dans notre numéro consacré aux questions de souveraineté énergétique, vous avez pris l'angle de ce qu'on a appelé pendant un temps, on en parle peut-être un peu moins en ce moment, mais pendant très longtemps, on a parlé de la révolution hydrogène. Bon. Et vous, vous inscrivez en faux par rapport à ce que vous pensez être une croyance, et c'est tout l'objet de votre démonstration, hein. C'est un article lesté avec disons des graphiques, de l'étude de courbes et de chiffres. Alors, déjà, professeur, si on pouvait, pour vraiment les gens qui ne voient pas en énergétique ce qu'est l'hydrogène, juste rappeler ce qu'est l'hydrogène et pourquoi, à l'orée des années, je parle sous votre contrôle, 2005, 2008, 2010, on a commencé à parler d'une révolution hydrogène et qui avait enthousiasmé tout le monde et qui semble peut-être être en train d'un peu retomber. Ouais, alors d'abord, merci pour l'invitation et cette question hydrogène est passionnante. Je suppose que euh, les personnes qui nous suivent se rappellent qu'en rentrant dans l'auditoire de leur classe de chimie, il y avait en face, au-dessus du tableau ou sur le côté, un grand tableau des éléments périodiques, le tableau de Mendeleïev. Et la première case en haut à gauche, c'est la case de hydrogène, la première case. C'est le premier des éléments et donc forcément, ben, même si c'est loin, on se souvient de l'hydrogène. Et donc, c'est, je crois, captivant de se dire, tiens, un souvenir d'enfance, de quand j'étais étudiant, et maintenant, ça pourrait être une énergie, alors qu'on nous parle toujours de charbon, de nucléaire, de gaz, d'éoliennes, et puis tout d'un coup, on nous parle de cette première carte du tableau. C'est captivant. Je ne m'explique pas autrement euh, cette envie de croire en l'hydrogène. Et pourtant, l'hydrogène n'est pas une énergie. L'hydrogène est la molécule de base de la chimie. C'est le premier élément. Et à partir de là, on peut construire toutes sortes d'éléments. Et c'est ce que la chimie fait. La chimie utilise l'hydrogène pour produire toutes sortes de produits que vous avez alentour de vous. Euh, notre vie est faite à partir d'hydrogène, transformé par la chimie. Et donc, ce n'est pas une énergie. Ça brûle, mais ce n'est pas une énergie. Pour transformer, pour produire de l'hydrogène, il faut fournir de l'énergie, je comprends. Pour produire de l'hydrogène, il faut fournir de l'énergie à quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas ambigu. Il n'y a que deux sources de matière pour produire de l'hydrogène. Le plus simple, c'est l'eau, H2O, un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Et puis, il y a les hydrocarbures, qui, comme le nom l'indique, ce sont des composés qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Rien d'autre. Dans la nature, c'est ça. Ou des hydrocarbures, pétrole et gaz, pour parler, ou même charbon, ou bien de l'eau. Figurez-vous que Lavoisier, ayant découvert l'hydrogène au 19e siècle, on s'est dit ben, c'est important de continuer à produire de l'hydrogène. Et aujourd'hui, l'hydrogène est produit à raison de 130 millions de tonnes par an. C'est pas rien, 130 millions. Donc l'hydrogène n'est pas un produit ni nouveau, ni inconnu. C'est la base de l'industrie chimique. Et puis en 1923, donc il y a 101 ans, un professeur britannique, John Haldane, pensant que le charbon allait se terminer au Royaume-Uni, il avait peut-être pas raison, mais ça n'a pas pris
le temps qu'il pensait. Il a dit, quand on n'aura plus de charbon, on va produire de l'hydrogène à partir d'éoliennes. L'éolienne va produire de l'électricité et avec l'électricité, on va faire l'électrolyse de l'eau. Euh, les nazis, qui avaient besoin d'hydrocarbures pour faire leur guerre, ont repris l'idée et ça n'a pas marché parce que je vais expliquer pourquoi. Et puis en 1960, la Commission européenne, ou plutôt des chercheurs de la Commission européenne, se sont dit, mais oui, après tout, nous allons avoir tellement d'hydrogène, pardon, tellement d'électricité à partir de l'énergie nucléaire qu'on ne peut pas se contenter de faire de l'électricité. C'était le boom du traité Euratom, hein, début des années 60. On va avoir de l'électricité qu'on ne saura plus que faire grâce au nucléaire. Et donc, on doit trouver d'autres solutions. L'autre solution, c'était tout simplement de dire, ben oui, on va faire l'électrolyse de l'eau. Et la Commission européenne a commencé à travailler sur ce domaine en 1960 au Centre commun de recherche de Ispra en Lombardie. Et en 1982, en arrivant à la Commission européenne, j'ai été impliqué dans ces projets parce que j'avais fait ma thèse de doctorat aussi dans un sujet connexe. Et donc, j'ai travaillé avec le centre d'ISPRA sur cette production d'hydrogène et on voyait bien que ça ne marchait pas. Euh, C'était très difficile. En fait, il y avait des complications techniques, mais surtout économiques. Et puis, quand l'accord de Kyoto est arrivé, décembre 1987, George Bush, qui n'avait pas voulu signer le protocole de Kyoto, pour apparaître quand même ouvert aux nouveautés, s'est dit, mais on va faire de l'hydrogène. Mais c'était un filou, parce que il a utilisé le mot hydrogène qui était populaire et que tout le monde aime, mais en fait, dans sa tête, c'était pas de l'hydrogène. Il avait compris que dans une pile à combustible, l'hydrogène dans la pile au combustible produit l'électricité. Mais la pile à combustible était alimentée dans la tête de Bush par du méthane, par du gaz naturel. Donc, il parlait de voitures à l'hydrogène, mais en fait, c'était du méthane qui rentrait dans la pile à combustible et il en ressortait de l'eau. Au centre, il y avait de l'hydrogène, mais personne ne voyait l'hydrogène. C'est un peu comme si, aujourd'hui, pour la filière bois, on vous dirait, mais je vais faire une filière chlorophylle. Ah oui, la chlorophylle intervient quelque part, mais c'est du bois et puis de l'électricité. Et puis, voilà, il a fait ça parce qu'il y avait des industries américaines qui étaient très actives dans la production de piles à combustible, notamment la société Ballard. Et donc, la Commission européenne, pour avoir des bonnes relations avec M. George Bush, a, a lancé cet accord. Et donc, moi, je m'en étais occupé à l'époque, vers 2004-2005, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, en effet. Et on a lancé cette idée, on va refaire de l'hydrogène. Mais c'était toujours avec l'idée de faire des piles à combustible. Et puis tout ça est tombé à l'eau parce que ça n'avait ni queue ni tête, horriblement cher. Et puis on est arrivé aujourd'hui à 2020. Alors je ne sais pas si vous voulez me poser des questions ou bien je passe directement à 2020, mais Allez-y, j'ai été allez-y. assez long, donc Non, peut-être non, on peut faire. c'était très bien pour qu'on se remette dans le débat. Et donc, quelle est la situation là, actuelle entre 2020 et 2024 sur ce dossier? Alors, ça part de l'Allemagne. L'Allemagne ayant décidé de faire le tout pour le tout en abandonnant le nucléaire, a misé énormément sur les énergies éoliennes. Énergie éolienne qui ne tourne pas tout le temps, qui ne produit pas tout le temps, et le facteur de charge en moyenne des éoliennes dans l'Europe est de 24%, 23-24%. Ce qui veut dire qu'une éolienne ne produit par rapport à sa plaque
Elle devrait produire X. En fait, elle ne produit que 0,24 de X. Conclusion, elle ne produit pas suffisamment. Et parfois, elle en produit trop. Parce que quand il y a beaucoup de vent et qu'il n'y a pas de demande parce que c'est le week-end, ou bien que les industries sont en congé, ou bien qu'il n'y a pas assez de demande, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette électricité? On ne peut pas la stocker. bien sûr. Et donc, ce qu'ils font, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est la vendre à prix négatif. Et donc, il y a des industriels, on paye des industriels pour utiliser l'électricité. Vous pensez bien que dans un marché ouvert, ça n'existe pas, ça. Quelqu'un paye. Et ce quelqu'un, c'est le consommateur. Et c'est pour ça que le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter en Allemagne et ailleurs. Et donc, il fallait trouver une solution pour stocker l'électricité. Bah, on a pensé un tout petit peu aux batteries, mais tout le monde qui a un téléphone portable sait très bien que les batteries ne tiennent pas. Et donc, ce n'est pas une solution pour la production d'électricité. Et les Allemands se sont dit, bah, après tout, on peut ressortir la vieille idée de 1921, 23, pardon, et faire de l'hydrogène pour stocker, sous forme d'hydrogène, un excès d'électricité. Ils sont partis tête baissée là-dessus. Et ils ont publié une communication, je ne me souviens plus du mois, mais en 2020, c'est au printemps de 2020, en disant on va faire ça. Et quelques mois plus tard, en juillet 2020, la présidente de la Commission européenne, qui est allemande, a repris le texte allemand et l'a transformé en texte européen, pratiquement, et a sorti une proposition de développement, une stratégie de développement de la production d'hydrogène. Donc, on a relancé l'hydrogène parce qu'on ne sait plus quoi faire avec l'électricité éolienne. C'est pour ça qu'on a parlé d'hydrogène. Mais on a oublié tout le passé. C'est ça le problème. On n'a pas, pendant 101 ans, on n'a pas chômé, les chercheurs ont cherché, on a réfléchi, on a travaillé, y compris beaucoup à la Commission européenne, et rien ne donnait de solution. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais après tout, vous allez mettre en œuvre cette solution et nous, on vous donne de l'argent pour le faire. Mais ça, c'est une décision politique qui n'a ni queue ni tête du point de vue scientifique. Parce que justement, vous qui avez fréquenté, moi j'étais j'ai été dans les institutions européennes en section AFET SD. Donc, vous voyez, sécurité et défense, affaires étrangères. Mais j'ai été également en ITRE, donc dans les sections scientifiques. Ouais. Or, euh, moi, quand je m'explique là-dessus, les gens ont du mal à le croire, donc je vais m'en remettre à vous. Si vous voulez, on est d'accord que l'interface, particulièrement sur les questions d'énergie, mais on pourrait multiplier. Moi, j'avais travaillé sur les supercalculateurs. Les Allemands ont imposé des technologies rétrogrades pour éviter le quantique, parce que le quantique est dominé par les Français et les Italiens. Donc, il fallait prendre des technologies anciennes que l'Allemagne maîtrisait. Et donc, l'Europe a pris 20 ans dans la vue lors du satellite quantique autrichien, si vous vous rappelez, dont l'équipe autrichienne a entièrement passé armes et bagages en Chine. Et donc la Chine a mis 20 ans à l'Europe dans le satellite quantique. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous voulez, comment est prise une décision théoriquement scientifique dans un organe européen? Voilà. Comment on est arrivé à ce type de décision aberrante, c'est-à-dire qu'elle est passée à travers tous les filtres institutionnels, et Dieu sait qu'à Bruxelles, il y en a un certain nombre. Je m'en remets à vous, parce que Parce que faut le mettre entendu. progressivement, à partir de 2020 hein, environ, pardon, à partir de 2000, la commission est devenue de plus en plus politique. Au Mhm. début, pendant une longue période, la commission était un organe diplomatique avec des fonctionnaires hautement qualifiés. C'était des fonctionnaires qui avaient des compétences techniques et qui géraient des dossiers techniques. Et il y avait peu de dimension politique. Progressivement, avec le développement de la vision européenne, on s'est dit maintenant il faut maintenant donner une dimension politique. L'Europe, c'est politique et c'est plus technocratique comme c'était avant. Notamment
à partir du traité de Maastricht. Mhm. Traité de Maastricht qui donne du pouvoir au Parlement européen qui avant n'en avait pratiquement pas. Mhm. Avant le traité de Maastricht, ce qu'on appelait l'Assemblée n'avait que des pouvoirs de consultation et un pouvoir budgétaire. C'est lui qui faisait le budget, mais il n'avait pas de pouvoir législatif. L'accord de Maastricht a donné au Parlement européen un pouvoir législatif et donc on est devenu politique tout simplement. Et Mhm. à partir du moment où on devient politique, bah, l'administration, elle doit suivre la politique, tout simplement. En plus, le commissaire européen britannique Neil Kinnock, qui a voulu réformer la commission du point de vue administration, il était en charge de ça d'ailleurs, c'était son dossier, a dit on n'a pas besoin d'experts à l'intérieur de la commission. Avant, on était tous des experts. Moi, je suis rentré là à la commission comme expert, hein. J'avais des études d'ingénieur et un diplôme, un doctorat. Je suis rentré comme compétent dans ce domaine. Et puis, on a dit, mais on n'a plus besoin d'experts parce qu'il y a des sociétés de consultance. Et donc, on va uniquement travailler avec des fonctionnaires qui vont faire de l'administration et gérer des contrats, des projets avec des consultants, etc. Et donc, on a perdu notre compétence. C'est triste, mais je crois qu'il n'y a plus la compétence qu'il y avait avant dans l'Union européenne. Donc, ce sont deux phénomènes. Même s'il y avait de la compétence, même s'il y avait de la compétence, de toute façon, on n'aurait rien à dire parce que ce sont des décisions politiques. À partir du moment où ils discutent entre eux au Conseil européen en se disant qu'est-ce qu'on va faire maintenant et qui décident qu'on va faire de l'hydrogène, ben voilà, le fonctionnaire qui a la plume s'exécute et il écrit un beau texte sur l'hydrogène. Puis les équations chimiques, on s'en balance. Aujourd'hui, on est de toute évidence, le dossier n'a pas pu avancer parce que les problèmes qui étaient là historiquement le sont toujours. Oui, Donc, oui. la que- donc est-ce que ce projet-là continue par entêtement? Est-ce qu'on l'a mis sous le boisseau? Et si on l'a mis sous le boisseau, est-ce que quelqu'un va l'évaluer pour savoir combien ça a coûté? Parce que tout ça n'est pas gratuit. On ne l'a pas mis sous le boisseau. Non, La non. Commission continue à distribuer de l'argent. Mais Elle question, continue à à qui et distribuer pourquoi? à des industriels et à des centres de recherche qui sont contents d'avoir des financements pour faire de la recherche. Même s'ils se disent que c'est une recherche mornée, quand on fait de la recherche, il y a toujours des retombées. Oui, bien sûr. Et donc, l'industriel qui reçoit de l'argent, une manne pour faire un projet, il va le faire même s'il sait que industriellement, ça n'a pas de sens, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va rester pour lui dans son savoir-faire. Et donc, on en est là aujourd'hui. La Commission continue à dilapider l'argent. Tant et si bien qu'il y a quelques mois, la Cour des comptes européenne a publié un rapport pour se plaindre du coût énorme de toute cette politique qui ne marche pas. C'est ça, alors, en synthèse, ce que la Cour des comptes a dit. Mais c'est comme en France, vous le savez, en France, c'est la même chose, hein. La Cour des Oui. comptes, elle dit, mais il n'y a personne qui agit. Donc voilà, la Cour des comptes, On, ce on- sont des gens on sérieux, parle de ne les combien écoute en pas. termes de pertes? On parle de combien en termes de pertes? Un ordre de Écoutez, grandeur, hein. oui, c'est des dizaines de milliards parce que l'enveloppe totale pour la transition énergétique, c'est 350 milliards. Et donc, c'est une partie de celle-là qui va aller à l'hydrogène. Donc, des dizaines de milliards. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours, parce que j'avais complètement perdu ça de vue, lorsque je gérais dans les années 80 des programmes de démonstration. La Commission européenne finançait des projets de démonstration pour démontrer des technologies euh, innovantes en matière d'énergie. Ça allait depuis les panneaux solaires aux éoliennes, aux centrales électriques, à l'isolation des bâtiments. C'était fantastique, c'était un très beau programme de démonstration. Dans ces contrats, il était prévu
une clause de remboursement en cas de succès commercial. Mhm. L'idée à l'époque était de dire, je vous donne un peu d'argent pour que vous essayiez de voir si ça marche, et si ça marche et que vous gagnez de l'argent, vous remboursez. Mhm. Aujourd'hui, on fait l'inverse, on donne des milliards, sans savoir si ça va marcher. C'est ça l'inversion grave qu'il y a eu à la Commission européenne. Avant, nous étions parcimonieux, nous avions une vision de recherche et de démonstration pour mettre au point des technologies. Aujourd'hui, c'est plus ça. L'objectif, c'est de montrer qu'on a raison de dilapider de l'argent pour faire de l'innovation sur des projets mornés. Ultime question, professeur, à aucun, à aucun moment, en dehors, mettons la Cour des comptes européenne de côté, à aucun moment, à l'intérieur de la machine, quelqu'un n'a posé ouvertement une question, ni parlement, ni fonctionnaire, ni qui que ce soit. Comment l'expliquer? C'est juste pour être, comme souvent dans les institutions communautaires, euh, pour être, disons, du bon côté du manche, pour ne pas, c'est un univers qui aime bien, disons, parler d'une seule voix. Est-ce l'influence allemande et personne n'ose aller contre? Est-ce la puissance ou la puissance escomptée ou imaginée de lobby industriel? Enfin, comment ça se fait qu'il y ait eu que, en dehors de, de quelques voix dont la vôtre, comment ça se fait que personne n'ait commencé à dire, bon, c'est quand même l'argent du contribuable à la base, et particulièrement du contribuable des pays contributeurs nets, donc du contribuable français ou du contribuable néerlandais, prenons ces exemples-là. Euh, Il n'y a pas eu un bruit. Il n'y a pas eu un bruit. Pas eu un bruit. Il n'y a pas eu une voix à l'intérieur de la machinerie européenne pour dire ça ne marche pas. Il y a eu peut-être quelque chose, on va peut-être y revenir tout à l'heure, euh, qui m'a semblé étrange. Euh, L'Allemagne, sachant qu'elle ne pouvait pas produire l'hydrogène qu'elle voulait, parce que c'est utopique, a dit dans sa communication qu'il fallait importer de l'hydrogène d'Afrique. Après, si vous voulez, on va détailler ça. Et la Commission européenne, dans sa communication de juillet 2020, a repris l'idée en disant les 40 gigawatts d'hydrogène qu'on va faire, on va faire la moitié et la moitié va être importée d'Afrique. Et au mois de décembre, lors du Conseil européen qui discutait tout cela, la veille de la conclusion du Conseil européen qui entérinait le gros paquet vert, hein, le pacte vert, il y a eu un accord sur l'hydrogène, mais il n'y a pas eu de mention d'Afrique et d'importation. Peu de gens le savent, mais bon, moi j'ai étudié cela et j'ai trouvé ça intéressant. Je me dis, tiens, ils ont compris que c'était ridicule quand même de parler d'importer ça de l'Afrique. Mais c'est resté dans la tête quand même de la Commission européenne, de l'Allemagne et de la Belgique en particulier. Et donc, à part ça, mais qui n'a pas été dit, on n'a pas dit qu'il fallait pas le faire, on a simplement occulté l'aspect Afrique. Euh, à part ça, tout le monde marche, j'allais dire, sur la tête Attendez, là, d'un seul homme. attendez, il faut, là encore, pardonnez-moi d'enfoncer un peu le clou, parce que il y a beaucoup de gens pour qui ce que nous sommes en train de dire doit apparaître lunaire. Euh, enfin, comment, alors, déjà, il faut revenir sur déjà comment on importe de l'hydrogène d'Afrique, et puis pourquoi d'Afrique? C'est c'est quoi cette idée de concours l'épine, si vous voulez, qui est on s'y met à plusieurs pour trouver des idées comme ça, c'est impressionnant. Mais si vous voulez, essayons de prêter à cette idée grotesque une part de responsabilité, enfin une part
de cohérence et de raison. Euh, Je- Comment on importe de vous avez l'hydrogène qui raison vient d'être, d'Afrique? vous avez raison d'être choqué. Moi, j'ai appelé ça de l'éco-colonialisme. Ah, ça, c'est très nettement. Mais surtout, si vous voulez, au-delà de l'aspect politique et moral qui est parfaitement condamnable, la Et- question, c'est un, pourquoi d'Afrique? Et deux, comment ils imaginaient que ce fût possible? Si vous voulez, Alors, puisque les éoliennes ne produisent qu'une petite partie de l'électricité dont nous avons besoin en Europe. Et ils se sont dit, mais on va faire de l'hydrogène avec des éoliennes, mais si on fait de l'hydrogène avec les éoliennes, nous allons cannibaliser la production d'électricité. Ou bien l'éolienne produit de l'électricité pour le réseau électrique et dire on vend de l'électricité verte, ou bien on en fait de l'hydrogène. On ne peut pas faire les deux en même temps. tout à fait Et logique. donc, ils se sont dit, ben oui, on va faire de l'hydrogène lorsqu'il y a excès d'hydrogène, mais si on veut développer une société hydrogène, il nous faut vraiment des grosses quantités d'hydrogène. Et ça, on ne peut pas le faire en Europe parce qu'il n'y a pas assez d'éoliennes et surtout, il n'y a pas assez de panneaux solaires. On ne pourra pas, hein, puisqu'on n'en est pas à 100%. Alors, ils se sont dit, mais après tout, pourquoi ne pas aller produire ça en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de soleil? Et donc, nous allons aller en Afrique avec la machine allemande pour installer non pas des éoliennes, parce que bon, le sable et la poussière va détruire vite les éoliennes, mais on va installer des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité et nous allons produire de l'hydrogène avec cette électricité et nous allons transporter l'hydrogène à Berlin et les Berlinois vont rouler avec de l'hydrogène vert. Et j'oublie plusieurs choses. Tout d'abord, l'Afrique peine énormément à avoir de l'électricité. Environ 50% de la population en moyenne sur l'Afrique n'est pas connectée au réseau électrique. Et ceux qui le sont connectés n'ont de l'électricité que quelques heures de temps en temps. Il y a une carence d'électricité énorme. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur cela, sur l'urgence d'électrifier l'Afrique, il y a une dizaine d'années. Euh, et donc, ils viennent avec leur gros machinerie allemande en disant, nous venons chez vous, nous allons produire de l'électricité et nous allons faire de l'hydrogène que nous allons transporter par bateau en Europe. Mais pour faire de l'hydrogène, il vous faut de l'eau. Oui. Et généralement, il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup d'eau. Dans ce Donc, il cas-là, faudrait envisager de faire d'abord de purifier de l'eau de mer avec de l'énergie pour avoir de l'eau et ensuite faire de l'hydrogène. Tout ça est tellement grotesque que j'ai honte que, bon, je viens à Bruxelles, j'ai honte que la Belgique est allée, la ministre de l'Énergie est allée en Namibie, un pays qui est obligé d'importer de l'électricité d'Afrique du Sud parce qu'il ne parvient pas à produire suffisamment d'électricité pour faire cette mascarade. Et en plus, j'ai eu mal au cœur, vraiment mal au cœur, parce que j'ai beaucoup de respect pour le roi des Belges, le roi Philippe, une personne et une famille très bien. Il a été amené là-bas comme un fétiche pour montrer que la Belgique voulait importer de l'hydrogène depuis la Namibie. C'est de l'écocolonialisme, tout simplement. C'est c'est abject du point de vue moral. si vous voulez, enfin, faire dessaler l'eau de mer, donc déjà c'est énergivore au dernier degré, c'est de faire des panneaux solaires alors que nous ne pouvons pas tenir, enfin aucun pays européen, quoi que l'Allemagne en pense, ne peut tenir face à la Chine dans la production de panneaux solaires. Donc de toute façon, les panneaux solaires, ça aurait été de toute manière, à la rigueur, la Chine nous les aurait vendus et ça aurait été de tout à fait bonne guerre parce que si vous voulez, si les gens croient au miroir magique, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous les vendent pas, hein. Là, pour le coup,
si vous voulez, quand l'acheteur est un pigeon, le vendeur n'est pas coupable. Et c'est délirant. C'est intellectuellement affligeant, c'est moralement très plus que douteux, mais je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous parce que si vous voulez, ça illustre bien tout ce scandale hydrogène. Je me permettrai une dernière remarque avant que nous nous quittions. Est-ce qu'on peut résumer cette affaire? Est-ce qu'on peut résumer cette affaire, professeur, hors d'une traite en disant, est-ce que tout le monde, y compris maintenant même l'Afrique, bah, d'après ce que vous nous avez appris, est-ce que tout le monde n'est pas en train tout simplement de payer la folie allemande vis-à-vis du nucléaire? Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit, hein. La folie allemande sur le nucléaire les a poussés à faire des éoliennes, surtout dans le nord de l'Allemagne, et ils ne savent pas transporter l'électricité dans le sud parce que la population s'oppose à la construction de lignes aériennes. Ils ont tout faux, hein. Les Allemands ont tout faux, mais tout. Il n'y a pas une chose qui marche. Et donc, le problème, c'est que la puissance allemande contrôle Bruxelles. Mhm. Il faut savoir que euh, la moyenne des députés européens par pays est d'une vingtaine. En Allemagne, ils sont 95, je crois. Tout à fait, près d'une Ils centaine. ont le poids de l'Allemagne à Strasbourg est gigantesque par rapport à Mhm. tout le reste. C'est normal, c'est proportionnel à la population. Et donc, ils dominent l'Europe, ils ont dominé l'Europe. Sinon, comment expliquez-vous que la France ait été idiote à ce point d'abandonner le nucléaire pendant quelques années au point de fermer Fessenheim? Ah, C'est invraisemblable, quoi. ça, Invraisemblable. vous inquiétez pas. Nous sommes entièrement d'accord, vous et moi, là-dessus. Et donc voilà, c'est l'Allemagne qui a dominé l'Europe et qui impose encore à l'Europe ses folies vertes, et que, étant donné que commissaire européenne, la présidente de la Commission est allemande, ben voilà, tout se tient. Il y a peut-être une chose que vos interlocuteurs veulent savoir, mais pourquoi je suis si négatif sur l'hydrogène? Mhm. Euh, il y a une raison qui est chimique, tout simplement. Hein, si vous Mhm. permettez, je dois vous Bien sûr, l'expliquer. faites. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux sources d'hydrogène, H2O ou bien les hydrocarbures. Euh, pour produire de l'hydrogène, il faut séparer l'hydrogène de l'eau, de l'oxygène, ou bien l'hydrogène du carbone. Il faut casser ces molécules, en quelque sorte. Mhm. Et ces molécules, elles existent parce qu'elles sont stables. Mhm. Dans la nature, il y en a. Ce qu'il y a dans la nature, c'est stable. Et si vous voulez transformer quelque chose de stable en quelque chose d'instable comme l'hydrogène, il faut fournir de l'énergie. Les équations chimiques, on apprend cela dans les études d'ingénieur chimiste, les équations chimiques nous enseignent que pour produire un atome d'hydrogène à partir de l'eau, il faut 6,9 fois plus d'énergie que pour le faire à partir du gaz naturel, du méthane. Et ça, vous pouvez danser tant que vous voulez, ça ne changera jamais. C'est une donnée de base de la chimie. Donc, rompre une molécule d'eau vous coûte environ 7 fois plus que rompre la molécule de méthane. C'est pour ça que les 130 millions de tonnes dont je parlais tout à l'heure, dans le monde, sont produits pratiquement tout à partir de méthane et pratiquement zéro à partir de l'eau. Qui est sot pour aller mettre 7 fois plus d'énergie pour obtenir la même chose? C'est pas Ah, si, ça, si vous... 1,7, c'est 7 Là, pour le fois. coup, c'est très logique, professeur. Vraiment, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous reviendrez sur la chaîne parce que moi, je vous connaissais à l'écrit, je vous découvre à l'oral et j'aimerais beaucoup déjà vous réinviter sur d'autres sujets. Et je recommande votre ouvrage paru aux éditions de l'Artilleur. Il est en lien en description. Et merci, chers amis du Cercle Aristote. Vous Il y a disiez, un livre spécifique sur l'hydrogène aussi, hein. J'ai un livre spécifique sur l'hydrogène. qui est publié où?
sur Amazon. Euh, Je me Il existe en permettrai de mettre, français et en anglais. je me permettrai de mettre le lien également. Le, Chers amis du Cercle Aristote, vous pouvez nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous aider si vous le souhaitez, hein. Vous avez tout pour nous aider, page Tipeee et autres, dessous ou d'adhérer. Encore merci, professeur, et je renvoie à votre article dans notre dernier numéro de Souveraineté énergétique. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.